dans les années 80-90, c'était deux mécaniques qu'on observait. Il y avait à la fois une explosion de la démographie et un allongement de la durée de la vie. Donc les politiques, ils ont dit, alors là, on a bien vu, si on veut raccorder ça à Davos et les plans mondialistes, réduction de la population mondiale. Il suffit de retrouver dans les archives de l'INA Jacques Attali qui faisait déjà un discours incitant à la dépopulation. Donc là, j'invente rien. Il suffit de trouver ces choses-là. Qu'on ne me dise pas que c'est complotiste, parce que ce terme est devenu de plus en plus ridicule. Aujourd'hui, on peut être fier d'être complotiste. C'est simplement avoir raison plus avant les autres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le magazine Nexus. Aujourd'hui, on est avec un réalisateur, cinéaste engagé. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cinéaste engagé? Parce qu'il y a des personnes qui se disent engagées, mais qui ne sont pas très courageuses. Bonjour Alexandre Bellas, merci d'être avec nous. On va rentrer direct dans le vif du sujet. On parle beaucoup de la liberté de la presse ou de la liberté des citoyens, mais où en est la liberté des réalisateurs, des artistes en général? Écoute, bonjour Romain, déjà merci beaucoup de cette invitation. Je vais essayer de te répondre directement. Oui, alors effectivement, on voit bien que déjà il y a une frontière, il y a une césure qui se fait entre, on va dire, les cinéastes dans le système et les cinéastes hors système, quoi. On voit bien, ça se tient déjà rien qu'à la présélection qui est opérée par le CNC, le Centre national de la cinématographie, le ministère de la Culture. Et l'attribution des subventions, quoi. C'est quasiment automatique, c'est-à-dire que soit on est dans le camp du bien, soit on est dans le camp du mal. En fait, c'est un peu binaire, parce qu'en réalité, il pourrait y avoir un camp au milieu, un camp du neutre. D'ailleurs, on n'en parle jamais. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a des fois cette dérive d'exprimer toujours les choses dans un partage un petit peu binaire, et même très binaire, le camp du bien, le camp du mal, parce que les choses ne sont pas dessinées de façon aussi binaire, justement. Et alors, comment est-ce qu'on en est? Vous venez de parler des subventions. Voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup sur les réseaux de réalisateurs indépendants qui disent on voudrait parler de la précarité en France, mais on ne peut pas en parler facilement. On n'a pas les bénéfices, on n'a pas la production qui nous suit. Alors que, par contre, certains films juste comiques, purement de pur divertissement, est-ce qu'aujourd'hui, on ne finance que du pur divertissement? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, effectivement, on a bien une concentration en fait des subventions qui est faite sur un espèce de microcosme assez fermé, en fait, un cloaque de réalisateurs classiques qui sont adoubés par le système. Donc, ça fonctionne un peu en cercle fermé, en autarcie. Alors que, effectivement, la démarche des réalisateurs indépendants, ils sont, comme moi et d'autres, amenés à faire, par exemple, des appels de fonds, parce qu'en fait, ils ne peuvent fonctionner, ils sont pas, disons, sous le chapiteau d'une société, du ministère de la Culture, du CNC, donc ils doivent chercher tous les moyens, toutes les ressources possibles, imaginables, par le jeu de la solidarité, par le jeu des réseaux sociaux, pour faire appel à des fonds participatifs. Voilà, c'est deux mécaniques complètement différentes, en fait. Il n'y a pas, pour un réalisateur aujourd'hui, un cinéaste engagé, on va dire, qui s'oppose à toutes les dérives du système, il est clair que les jeux sont clairs, il ne va recevoir aucune subvention du système. Donc, il doit chercher d'autres ressources. Cette situation, on la retrouve aussi à l'international quand vous regardez un petit peu à l'étranger, ou c'est très français pour le coup? Alors, je ne vais pas m'engager sur l'international, je ne connais pas assez la situation, mais je pense que par mimétisme, on peut imaginer facilement qu'on a la reproduction des mêmes mécaniques, puisqu'il y a toujours les gens qui sont adoubés par le système et ceux qui sont en dehors, ou simplement à la périphérie. Donc, je pense que la mécanique, simplement budgétaire et comptable, elle est claire, quoi. On aide ceux qui prêchent pour la paroisse. C'est très intéressant. Aujourd'hui, vous, quel est votre regard sur la société, sur le monde? Comment vous regardez? Quel regard vous regardez sur le politique en général? Alors, ce que j'observe, moi, depuis des décennies, c'est qu'on a vraiment un effondrement des valeurs traditionnelles, des valeurs fondamentales. Moi, comme je le précise très souvent, je me situe beaucoup plus sur un plan éthique que politique, et j'ai mon propre canevas de lecture de la société, de l'évolution de la société et des dérives qu'on observe de semaine en semaine par ce que j'appelle mon triptyque de lecture qui est liberté, vérité, justice. Je pense que c'est un canevas
en tout cas qui me convient tout à fait, puisqu'il me permet de trancher en fait n'importe quel sujet, même les sujets les plus brûlants, hein, que ce soit du réchauffement climatique, de la situation sanitaire, de la situation des guerres. C'est un canevas qui me permet en fait une grande liberté, parce que ça m'évite de rentrer dans les clivages classiques droite-gauche, que je trouve complètement obsolètes, ou religieux, catholiques, protestants, d'autres religions. Et donc, c'est un canevas, moi, que j'adopte et qui me convient, qui me renforce dans ma position depuis maintenant 5 à 6 ans, époque à laquelle j'ai démarré ma propre création cinématographique. Est-ce que vous aviez songé justement, est-ce que dans ces cas-là, les artistes qui ont ce regard que vous avez sur la société, est-ce que vous vous dites, bon, bah, finalement, ça ne sert à rien, il faut que je retourne dans le circuit traditionnel, ou comment est-ce que vous abordez la chose, ou non, ça n'est même pas imaginable, et puis bah, forcément, vous, comment est-ce que vous en venez à ce courage, finalement, d'essayer de faire vos propres productions indépendantes? Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, je pense que certains peuvent être sur une ligne de crête et avoir le doute qui s'installe, ou je vais basculer. Moi, il en est hors de question. En fait, depuis 2020 et même bien avant, parce qu'il faut savoir que déjà en 2017, j'avais créé un propre concept philosophique que j'ai appelé le syllogisme paradoxal, qui a d'ailleurs sa propre chaîne YouTube, pour lequel j'ai fait d'ailleurs une conférence toute récente vendredi dernier, et qui était déjà un soulèvement, une exacerbation, une révolte contre la dégradation déjà très visible, hein, depuis les années 80-90. Hein. Donc moi, ce n'est pas né simplement. C'est vrai qu'on se rattache beaucoup aujourd'hui à la période 2020-2025. 2020, évidemment, le démarrage du Covid qui a été un peu l'expérience de l'État, je dirais, pour mesurer le consentement de la population, et pour effectivement imposer des mesures de plus en plus liberticides. Donc j'ai peut-être perdu un peu le fil de ta question, tu peux me redire? Je vous demandais comment est-ce qu'on garde justement ce courage de pouvoir agir, alors qu'effectivement beaucoup font le choix de rester, justement de courber l'échine et de rentrer dans le système. Alors moi je parlerai même pas de courage, je parlerai simplement d'intégrité, de cohérence. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des valeurs à défendre, je suis même pas sur cette ligne de courage, je me considère absolument pas comme un héros. Je crois simplement que si je veux pouvoir me regarder dans la glace, si je veux pouvoir être correct avec mes propres enjeux, mes propres, enfin les contraintes que je me donne à moi-même, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de crête qui ne peuvent pas être franchies. Je veux dire, il y a tellement d'aberrations. On est dans un monde de l'inversion totale des valeurs, et ça se vérifie de semaine en semaine, que c'est simplement révoltant. D'ailleurs, c'est comme ça, moi, que je suis venu au cinéma, hein. En vérité, je suis complètement autodidacte, à 100% autodidacte. On va dire, il y a 6 ans, je ne connaissais absolument rien du cinéma. Et ça me fait penser à cette phrase qui dit c'est parce que c'était impossible que finalement je me suis collé, quoi. Je me suis dit, mais en fait, finalement, si on regarde les choses, qu'on met bien les choses à plat, on en fait une montagne. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit la fin d'un film avec le générique où il y a un défilé de 3 pages avec 100 personnes qui sont présentes pour faire un film. Je veux dire, t'es complètement au plafond, là. Enfin, je veux dire, t'es perché pour vouloir faire un film. Et en plus, je tenais à faire mes films 100% en autodidacte et seul, c'est-à-dire assumer toutes les fonctions du film pour avoir une grande liberté. Et surtout, je crois qu'on n'est jamais mieux servi dans le sens, on est toujours disponible. Je pense qu'il y a le problème quand on disperse et qu'on a trop d'interlocuteurs, trop de fonctions à déléguer, ça devient très vite complexe. J'en ai fait d'ailleurs récemment l'expérience. Et voilà, c'est énormément de travail, mais c'est un investissement qui vaut le coup et qui permet aussi à mes films d'avoir vraiment une ligne, si tu veux. On peut pas le voir dès le premier film, bien sûr, moi non plus. Mais au fur et à mesure, je vois bien que je crée un sillon, je crée un style, et là, je fais, je dirais pas une marque, parce que je suis pas tellement dans cette approche marketing et publicité et création commerciale, mais un style et une ligne de conduite, oui, un cap que je tiens maintenant. Et ça, c'est une grande satisfaction. C'est le retour de satisfaction par rapport à un gros investissement de travail personnel.
Regardons quelques affiches là pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Il y avait notamment, donc ça c'est un des derniers projets que vous aviez fait, Uchronie Parabolique, qui était une très belle nouvelle visite finalement des travaux de Nietzsche ou Victor Hugo. C'était très intéressant. Alors c'est une bonne idée ça de passer en revue rapidement. Je peux faire un tout petit flash. T'es passé à l'autre. Voilà parce que afficher les uns les autres. Allez-y. C'est super. Parce que là, en fait, bon, oui, effectivement, on peut en dire 2 mots. C'est le dernier film qui est paru et qui a eu le privilège d'être passé au cinéma Saint-André-des-Arts pendant 6 semaines et d'avoir été la sélection du festival Découverte organisé par le cinéma Saint-André-des-Arts. Et effectivement, pour faire très court, c'est un rapprochement. J'ai voulu rapprocher 2 personnalités qui ne se sont pas rencontrées de leur vivant et qui sont très riches. D'ailleurs, on avait fait une émission sur François, je crois, à l'époque, pour parler de Victor Hugo, Frédéric Nietzsche. D'ailleurs, moi, je bois mon café tous les matins en compagnie avec ce verre. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Il y a à la fois Frédéric Nietzsche et Victor Hugo. Voilà. C'est mes copains. Je vais faire cet effort puisqu'on a mis un faux arrière-plan pour cacher. Il y a des fois ça disparaît. Voilà. Donc voilà pour cette arrière-plan virtuel. Si tu veux passer les autres, je peux dire un mot. Alors Octobre Plus, c'est vraiment très important sur le plan symbolique pour moi. C'est le premier film. C'est-à-dire que là, vraiment fait avec des bouts de ficelle, quoi. Moi, je suis assez fier quand je vois le résultat. Maintenant, je les ai diffusés dans certaines salles. Ça tient la route quand même, et c'est un film ambitieux au niveau intellectuel, parce que là, il s'agissait de réunir en fait l'intelligible, le sensible et le stratégique, avec évidemment le philosophe George William Friedrich Hegel pour l'intelligible, le sensible représenté par le monde de la musique avec Ludwig van Beethoven, et Napoléon Bonaparte pour l'aspect stratégique. Et là, un peu, par contre, évidemment, tu vois, ce qui pêche, c'est de ne pas avoir été effectivement entouré comme si je l'avais été par le ministère de la Culture et le CNC. C'est-à-dire que ce film, j'avais une beaucoup plus grande ambition qui était de le porter à la connaissance de maximum de personnes, parce que je pense que quand il est arrivé en 2019, il était un outil fantastique. J'aurais voulu que plein de personnes soient équipées de cet outil stratégique, intelligible, sensible pour affronter la situation qu'on nous a imposée. Malheureusement, là, tout de suite, ça demande une équipe marketing et tout que j'avais pas. Alors, le besoin de vérité, de liberté, d'oxygène, ça aussi, j'y tiens beaucoup, puisque c'est un hommage à cette philosophe et résistante Simone Veil, pour laquelle j'ai consacré aussi un long article qui a été publié dans la revue Crisis, dirigé par Alain de Benoist. Et là aussi, c'est une personne qui est tellement d'actualité. Bon, elle est née en 1909, elle est décédée en 1943, une existence vraiment météorique, 36 ans, mais une telle richesse d'action et d'activité, avec alors elle, en termes d'exemplarité, de probité et d'intégrité, c'est une personne qui a souvent été sur le terrain, qui a été à Berlin, qui a été en Espagne sur la guerre d'Espagne, pour être toujours collée au terrain, qui a elle-même endossé les vêtements pour aller faire l'ouvrière agricole chez Gustave Thibon en Ardèche, ou travailler en ouvrière 3-8 chez Renault et Alstom, pour vraiment voir de l'intérieur la condition ouvrière. Donc c'est vraiment une personne exemplaire. Moi, je la mets vraiment sur un piédestal. Voilà. Alors 2084, la ligne jaune, c'est vraiment, là je dirais, j'ai pas de problème pour le dire, je pense que c'est vraiment un des films les plus visionnaires que j'ai eu. Et aussi, là le personnage principal qui est là, on le voit, c'est la mort. Et effectivement, c'est une fiction, tous mes films sont des fictions. Et en fait, on lui demande, alors il est très ami avec la sphère politique, et en fait, on lui demande de créer une constitution pour ralentir 2 mécaniques qui sont vraiment une horreur pour la mort, c'est-à-dire à la fois l'expansion de la démographie sur Terre et l'allongement de la durée de la vie. Dans les années 80-90, c'était 2 mécaniques qu'on observait. Il y avait à la fois une explosion de la démographie et un allongement de la durée de la vie. Donc les politiques, ils ont dit, alors là, on a bien vu, si on veut raccorder ça à Davos et les plans mondialistes, réduction de la population mondiale,
Il suffit de retrouver dans les archives de l'INA Jacques Attali qui faisait déjà un discours incitant à la dépopulation. Hein, donc là, j'invente rien. Hein, il suffit de trouver ces choses-là. Qu'on ne me dise pas que c'est complotiste, parce que ce terme est devenu de plus en plus ridicule. Aujourd'hui, on peut être fier d'être complotiste. C'est simplement avoir raison plus avant les autres. Donc 2084, la ligne jaune, c'était vraiment voilà la Constitution, l'incitation des politiques à une Constitution. Il était une fois le dernier cinéma de Paris. Évidemment aussi une fiction. Bon là, c'était vraiment, si tu veux, quelque part. Ah oui, c'était en pleine période. Alors des interrogatoires où il fallait apporter des bonnes réponses par rapport à toute la période Covid. Pourquoi c'était important de se vacciner, pourquoi c'était indispensable, pourquoi il ne fallait pas dire du mal des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, tout est fait sous forme d'inspection. Et les cinémas, le dernier cinéma de Paris ne servait plus qu'à ça, à passer des interrogatoires. Et en fonction du taux de bonne réponse, évidemment favorable dans le bon sens du système, tu étais soit incarcéré, soit tu devais subir une espèce de chose qui ressemblait un peu à la période russe là, avec les goulags. Mais ça s'appelait, je crois que dans mon film, ça s'appelait réhabilitation citoyenne, enfin un mot très propre, très bien lissé. Voilà, donc là c'est vraiment sous la forme ironique, fiction, une dénonciation de la période de plus en plus totalitaire. Alors, Premier pas vers le Nouveau Monde, c'est vraiment encore tout à fait autre chose, puisque c'est un film que j'ai tourné entièrement dans l'enceinte de l'église Saint-Roch à Paris, magnifique église hein, en face du jardin des Tuileries, dans laquelle, là aussi, je m'appuie à la fois sur la dimension la pluridimensionnelle de cette église, qui est à la fois la paroisse des artistes, qui a une figure de musée parce qu'elle a repris après la Révolution de 1789 tout un tas de tableaux qui ont été en provenance d'autres églises de Paris qui ont été trop détruits ou trop délabrés, et qui a aussi une formidable dimension historique. Il faut savoir qu'il y a encore sur la façade de cette église les impacts de balles lorsque Bonaparte a fait fusiller les anciens monarchistes. Là, il y a eu une dernière insurrection royaliste qui ont eu lieu en octobre 1795. Donc c'est un film qui fait appel aussi toujours dans l'idée de vouloir restaurer trois dimensions dont on aurait tant besoin aujourd'hui, la dimension culturelle, la dimension historique, la dimension traditionnelle, la dimension religieuse. C'est une densité de ces quatre dimensions que j'ai essayé de développer dans cette église. Il faut savoir qu'il y a eu des grandes célébrités, aussi bien Corneille, le peintre Fragonard, l'architecte de Versailles, le nôtre, Bossuet, des grandes personnalités qui ont eu leur cérémonie de décès dans cette église, ou soit leur sépulture, etc. Magnifique, donc c'est déjà une grande production pour ces 6-7 années dans le métier, c'est incroyable. Et ça, vous avez réussi à le faire justement en autodidacte, en vous y mettant un jour. Comment est-ce qu'on commence? On se dit, bon, bah, ok, il faut y aller petit à petit, étape 1, étape 2, parce qu'en plus, vous n'avez pas une grande équipe. Non, ça veut dire l'équipe elle est souvent réduite à 1. Quelquefois ça a été 2, oui. Et dans le film, il était une fois le dernier cinéma de Paris, je fais appel vraiment à des comédiens, et là on était une équipe, on peut dire, hein, il y avait 4 ou 5 personnes qui ont participé. Bah oui, là c'est vraiment un travail très très varié aussi. C'est ce qui fait que mes journées cinématographiques sont elles-mêmes très variées. Pour rebondir sur le film Premier pas vers le Nouveau Monde, bah, il a fallu aller collecter des informations déjà sur chacune des personnalités pour pas évidemment raconter n'importe quoi. Et puis il y a toute la dimension religieuse et puis il y a une dimension elliptique que j'ai pas signifiée là dans mon résumé succinct, mais effectivement, c'est beau. Je vais confirmer que c'est beaucoup de travail, c'est de l'acharnement, mais quand la volonté est là, en fait, je ne compte pas les heures. En fait, je confonds. Les gens me demandent si je suis en vacances ou si je suis en travail. Non, en fait, moi, je vois plus très bien. J'ai plus de frontières entre loisirs, travail, investissement professionnel, parce que mon travail est un plaisir. Mon travail est un plaisir. Mon travail est un investissement. Je défends des valeurs
et je suis très fier et impliqué pour défendre ces valeurs. Donc, je ne vois pas les heures passer en réalité. Je peux très bien être à 6 heures du matin en train de saisir une vidéo intéressante parce que j'aurais pas d'autre moment pour la visualiser dans la journée. Donc, quand je disais que c'est voilà, ça donne des journées très diversifiées parce qu'il y a à la fois l'aspect très technique, hein, il faut faire le montage aussi de tout ça, bien sûr, les enchaînements, les transitions, les sélections. Et à un moment donné, c'est peut-être la partie la plus difficile, c'est-à-dire quand il faut se couper un bras, il faut faire des concessions, il faut dire, bah non, ton film il va faire 1 heure, ça, tant pis, il faut que tu le coupes. Mais un film où je me suis beaucoup investi, c'est Le Premier Pas vers le Nouveau Monde, parce que là, j'ai quasiment passé, pendant que les gens sirotaient sur des terrasses, des punch au coco et des diabolomantes, j'ai passé l'été, alors je ne veux pas dire 2022, je crois, 2022 ou 2023, j'ai un doute maintenant, dans l'enceinte de l'église Saint-Roch, parce que justement, pour faire les répétitions de prise de vue, les angles de vue, je suis hyper perfectionné, je suis hyper exigeant. Si ça n'allait pas, il y a vraiment un gros travail à faire. Et en fait, cette église est un cadeau. Elle m'offre la luminosité, elle m'offre les tableaux, elle m'offre des angles, elle m'offre la sculpture, l'architecture. Moi, par contre, j'ai pas le droit de faire faux pas en face, parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et là, revenons sur la partie politique, parce que quand même, je dois vous questionner là-dessus. Vous avez posé, vous avez posé pas de grands arguments, mais vous avez soulevé de grands sujets sur la politique, sur aujourd'hui les manipulations. Vous avez parlé de ce qu'on appelle le complotisme, qui ne reste plus qu'une étiquette aujourd'hui finalement qui ne veut rien dire. Il y a des jeunes qui peuvent nous écouter aujourd'hui sur ce média et qui sortent d'un formatage de l'éducation nationale, etc., et qui découvrent le monde. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans, vous qui découvre le monde aujourd'hui, pour ne pas forcément le brusquer, mais pour lui mettre le pied à l'étrier pour comprendre le monde d'aujourd'hui voilà. Ah, c'est une excellente question. Je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. En réalité, je dirais qu'il faudrait commencer par notre approche personnelle. On a chacun une approche personnelle par notre rapport à la vérité. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé restituer très récemment une conférence sur les syllogismes d'Aristote que j'ai développé et j'ai extrapolé en syllogismes paradoxaux qui est mon concept. Pourquoi ? Parce que il y a cette très belle phrase, je ne l'ai plus, Alex. Je ne sais plus si c'est George Orwell ou Saint-Exupéry, c'est pas tout à fait pareil, mais sur le paradoxe, sur le lien entre la vérité et le paradoxe. En fait, c'est comme si la vérité était sur un fil, et là, on peut commencer à la juger et à la travailler quand elle arrive sur l'angle, sur le fil, la ligne de crête du paradoxe. En réalité, je préfère parler même d'exactitude que de vérité. Et je dirais même à ces jeunes dont tu m'invites à donner des conseils, c'est-à-dire ne pas se dire qu'il y a une vérité. Je vais les inviter vraiment à consulter tout un tas sur le domaine qui les intéresse. Commencez par rentrer dans un domaine. C'est pas essayer de brasser et de répondre comme un perroquet à tout ce qui est diffusé et dire ah oui, ça c'est super. Non, c'est prends acte de ta propre vision, essaie de la cultiver, de la développer. Qu'est-ce que ça t'inspire? Et commence à chercher même sur Google qui a parlé de ce sujet. Et toi, tu rebondis. Essaye toujours d'être critique, parce que ce qu'on a le plus détruit dans ces dernières décennies, c'est l'esprit critique. Franchement, s'il y a une première chose à faire, tu vois, je ne donne aucun conseil de clivage droite-gauche. J'en ai rien à faire, en fait. Je ne donne absolument aucun conseil. Va plutôt vers lui ou vers lui. Même, je vais te donner aucun nom politique d'aujourd'hui. Même s'il y a des gens très actifs qui font du beau boulot, je vais donner le conseil à la racine. C'est-à-dire, lis des textes. Essaye d'abandonner, on est trop dans le visuel, il faut un petit peu revenir à la lecture aussi. Et même la lecture de philosophes. Et il n'y a pas, tous les philosophes ne sont pas absolument impossibles à lire. Tu peux commencer par lire même des textes des anciens. Tu peux lire des textes de Sénèque, d'Aristote, des Socratiques. Enfin, tu peux lire des choses qui vont te dire « Ah, c'est dingue, c'est fou, c'est d'une telle actualité », parce qu'il y a une permanence. L'histoire arrive peut-être en… Alors, il y a deux types d'histoire. Il y a la conception linéaire, la conception cyclique. En vérité, il y a une certaine permanence de l'humanité. Donc, je ne peux que les inviter à avoir une lecture variée et critique et ne pas hésiter même à aller voir ceux qui leur semblent être des adversaires. Essaye de décrypter ce que tu crois être des adversaires. Hein, parce que moi, je pense, alors en filigrane, ce ne sera peut-être pas ceux-là qui vont lire notre émission, les antifas, toutes ces… Non, mais je veux dire, là, j'ai du mal avec eux. Je veux dire, justement, au lieu de trancher tout de suite, ah, c'est un facho. Non.
essaye d'aller comprendre quel est le déroulement, quelle est la logique, quelle est la symbiose de ce qui est proposé. Et sois critique. Tu rejettes. Ça, je ne veux pas, ça ne me convient pas parce que si tu n'as pas de raison, si tu n'as rien d'autre à dire que c'est des fachos et c'est des complotistes, c'est que tu es vraiment à l'état d'abrutissement, quoi. Et là, il faut dire aux jeunes, regardez quelles associations sont subventionnées et pourquoi. Pourquoi les antifas sont subventionnés? Comment sont-ils aussi, dans une certaine forme, recrutés? Donc ça va très très loin, ce sujet des antifas. Il faut suivre l'argent. Oui, c'est ça. Bon, je l'ai voulu les citer accessoirement parce que ça sert un peu d'exemple de non prise en compte, de non. En fait, il faut acquérir et s'approprier les idées. Et après, je ne donne aucune indication. D'ailleurs, tous mes sites, tout mon travail dans le sens de privilégier la question. Moi, je préfère tous mes films vont de ce sens-là. Je ne donne pas de réponse, mais j'essaye de poser une plateforme, un socle pour que les gens aient envie de se questionner. En fait, mes films, tout mon travail est un travail d'invitation au questionnement. Je n'apporte aucune réponse. J'insiste et je le mets bien sur mon blog. Je ne suis pas dans l'idéologie. Je ne cherche pas à apporter une réponse idéologique, ni même à orienter dans une direction ou une autre. Par contre, ce qui est trop important et ce qui est trop abandonné, c'est l'esprit critique. C'est de s'approprier les sujets et de prendre position. Il n'y a rien de mieux que la dialectique, parce que la dialectique, c'est une invitation qui est construite en 3 formats, thèse, antithèse, synthèse. Ça vient dans une bonne argumentation où tu mets 2 adversaires en face, et l'idéal, c'est quand à la fin d'une conversation, chacun a fait évoluer sa position, a pris en compte des angles de vue qu'il n'avait pas forcément considérés et qui permettent de restabiliser et d'arriver à un processus de rééquilibrage qui est un palier supplémentaire. Alors là, c'est sur la méthode, c'est très intéressant, notamment l'esprit critique, mais quel sujet vous a mis le pied à l'étrier? Mais sur l'esprit critique, c'est très important ce que vous dites quand même, c'est la base, puisqu'aujourd'hui, on manque de lieux, on n'a même pas de lieu pour exercer l'esprit critique. L'école, c'était encore pire, puisque l'esprit critique, tu n'es même pas évalué dessus, donc tu apprends que l'esprit critique ne vaut rien à l'école, puisque tu n'es pas noté dessus. Tu peux en avoir, mais tu ne seras pas noté dessus. Mais donc là, il faut recréer dans la vie qui passe, on peut justement s'entraîner là-dessus. Mais sur les sujets, alors quel domaine, quelles affaires peut-être, quel moment politique vous avez parlé du Covid, mais bon, il y a eu plein de moments de corruption avant, il y a une vie avant le Covid. C'est vrai que tout le monde parle du Covid aujourd'hui comme si c'est peut-être le plus grand truc, effectivement, avec le confinement, les masques et tout ça. Mais bon, la crise de 2008, il y a eu même le 11 septembre pour certains, les affaires Kennedy, toute l'affaire Clearstream, qui ça est complètement acté. Il y a des affaires, voilà, des affaires politiques depuis 13 000 ans de civilisation, on en a eu quelques-unes. Lesquelles vous ont, vous, le plus touché? Déjà, le Covid, on va dire, c'est un phénomène d'accélérateur. Et je pense que c'est beaucoup plus un test du pouvoir profond pour voir jusqu'où les populations étaient prêtes à être dociles et à avoir un comportement moutonnier. Bon, après, moi, je dirais que je réagis sur chaque, je dirais des fois ce qu'on appelle fait divers. Par exemple, actuellement, ce qui est les sujets les plus brûlants, pour moi, ce qui me choque le plus, mais parce qu'en fait, pour me mettre dans l'actualité la plus brûlante, c'est toute la violence, en fait. La violence de plus en plus jeune, de plus en plus barbare. On peut pas passer une semaine actuellement sans qu'il y ait un jeune de 17 ans, voilà, je crois que c'était Benoît, un jeune de 17 ans, là, c'est l'affaire la plus récente, poignardé, je crois le soir même ou la veille du grand tournoi de championnat de football. J'avoue que je suis patron, mais c'était difficile d'éviter toute la médiatisation de cette réunion importante pour le sport. Mais voilà, en fait, c'est le niveau de barbarie. Le niveau donc d'irresponsabilité, ça va très loin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très jeunes, tellement dans le virtuel, au niveau des jeux, ils ne font plus la distinction entre le réel et le virtuel. Parce que quand tu vois des gens, ça ne se voyait pas il y a 10 ou 20 ans, des gamins de 14 ans, 15 ans qui sont capables de se mettre en groupe et de poignarder un adolescent de 17 ans pour lui prendre sa casquette ou son portable, une vie pour une casquette ou un portable. Là, par contre, il y a un niveau de barbarie, c'est un niveau d'inconscience, d'irresponsabilité et de virtualisation, quoi, c'est-à-dire vraiment d'intoxication, qui est gravissime.
J'ai du mal à comprendre ça aujourd'hui. J'ai l'impression on regarde ce qui est mis en lumière, mais on parle jamais de la barbarie des costards blancs qui sont là-haut, de nos politiciens, puisque c'est la violence qui vient de là-haut qui fait la violence d'en bas. Donc là, oui, je comprends pas trop, Alexandre, que vous alliez sur ce. On n'est pas là on est là pour débattre. Je suis un peu étonné qu'on parle de ça. Moi, j'entends beaucoup parler. Effectivement, il y a encore aujourd'hui, là, au moment où on tourne cette vidéo, là, on est le mercredi 11 jours au moment où on tourne. Il y a une professeure qui vient d'être poignardée par un collégien de 15 ans à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Donc, oui, des actes comme ça, non, mais moi, je suis d'accord. Mais la violence d'en haut, elle est aussi en évolution. Les douaniers, on parle toujours des moments où le trafic de drogue est avec des réseaux tenus par des personnes d'origine arabe, mais on ne parle jamais de ceux qui passent par exemple la douane et qui appellent le ministre de l'Intérieur derrière. Donc si vous voulez, il y a toujours une violence des costards blancs dont on ne parle jamais. Je suis un peu étonné que vous alliez là-dessus. Donc je m'attendais à ce que vous me disiez. C'est plus la crise économique qui m'a fait me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, c'est pas moi qui suis interviewé, mais je suis un peu étonné que vous parliez de l'expérience de... Moi, je pourrais te parler volontiers de la mafia d'en haut, hein, c'est-à-dire que là, et je dirais même, donc là, mais par contre, si on avait 5 heures devant nous, je pourrais te faire tout ça. Allez-y. On a le temps. Non, par rapport à ça, si tu veux, ce qui est effectivement, parce que les choses sont insidieuses, c'est pareil, ça se décline de décennie en décennie, mais en vérité, il y a à la fois une montée de la corruption et une rupture de plus en plus violente et brutale entre ce qu'on appelle, je dirais de façon exagérée, les élites, parce que là, il faudrait vraiment revisiter le mot, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne reconnais aucune supériorité dans ce mot. Les élites, il faudrait vraiment préciser, c'est simplement les gouvernants, ceux à qui on a donné les rênes, et en fait, ils ne sont absolument, de moins en moins, les représentants des citoyens qui les ont élus. C'est-à-dire, ils sont de moins en moins les représentants et ils sont de moins en moins les défenseurs de leurs conditions et de leurs intérêts. Enfin, il faut quand même rappeler des fondamentaux, c'est-à-dire qu'une nation est normalement dirigée par des gouvernants qui gèrent l'État et qui ont la première responsabilité de défendre les intérêts des citoyens. Alors là, oui, effectivement, je peux passer la journée à t'en parler parce que c'est ce qui me révolte le plus. En fait, je suis venu sur ce qu'on appelle malencontreusement un fait divers, parce qu'en fait, c'est quand même un fait très important sociologiquement. La barbarie, de plus en plus jeune, c'est quand même un sujet très choquant. Mais il y a effectivement une mafia à la tête de l'État. On voit sans arrêt, et surtout des gens le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire le plus corrompu finalement. La justice va être très lente avec lui, alors que la pauvre ménagère qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, qui est déjà en découvert le vin du mois et qui vole un steak haché à Carrefour, elle va aussitôt en prison, quoi. Donc là, il y a une lenteur de la justice, et finalement, tu t'aperçois aussi que les plus corrompus, finalement, arrivent à échapper complètement au contrôle de la justice. Ça devient affaire sans suite et sont recyclés dans des postes très enviables. On ne sait pas pourquoi, ils retombent dans des situations complètement anormales, quoi. C'est complètement, en fait, c'est une injustice totale. Au lieu d'être une justice, c'est l'injustice qui est la mieux pratiquée. Et effectivement, parce qu'il y a tout un jeu de relais sociaux, de réseaux, pour pas parler des loges maçonniques. Donc il y a du coude à coude, il y a de l'entraide. C'est aussi pour ça qu'on pourrait dire que, inversement, si on veut quand même voir un angle positif, c'est que ça peut très bien se terminer tout ça comme l'époque de Brejnev et la fin de l'URSS, avec, je dirais, un effondrement d'un château de cartes. Parce que ces gens-là sont aussi les premiers qui vont faire de la délation. Ils sont dans la jalousie, ils sont dans le carriérisme, ils sont dans, t'as vu, un tel, il est monté plus vite que moi. Ils seront les premiers. Donc tous ces jeux de délation va faire que le château de cartes va s'effondrer. Il y a quand même, ils ont tous des procès, tout est trop lent, tout est vraiment trop lent. Nous, je dirais, qui sommes à la base de la pyramide sociale, on trouve que c'est complètement scandaleux, cette lenteur juridique. Est-ce que, du coup, pour revenir sur ces histoires d'affaires, à part le Covid, est-ce qu'il y a eu une affaire ou un moment politique, justement, que vous conseilleriez à quelqu'un, effectivement, qui veut aller dans ces thématiques-là à creuser? Oui, alors moi, je dirais qu'il y a au moins deux grands domaines qui sont, je dirais plutôt même des lobbies, qui s'intéressent de très près, et ça c'est une réflexion justement, c'est une très bonne question parce que je reviens sur ça, qui s'intéressent de très près à la logique fondamentale, à essayer de mettre à plat
avec leur propre vision, qui concerne deux lobbies, le lobby pharmaceutique et le lobby militaro-industriel. Moi, c'est pour parler que de cela. On pourrait ajouter, je dirais, le lobby agroalimentaire. En fait, c'est les trois lobbies sur lesquels il faut vraiment se poser des questions. La question du bien et du mal. Est-ce que ces trois lobbies pris indépendamment agissent vraiment pour le bien du peuple ou pour le mal du peuple? Et puis, se poser finalement le paradoxe pour revenir à cette ligne entre vérité et paradoxe, prenons-le un par un. Les lobbies pharmaceutiques, est-ce qu'ils existeraient s'il n'y avait que des gens bien portants? Non. Donc leur intérêt, c'est qu'on soit malade, le plus de malades. Donc leur intérêt, c'est peut-être de maintenir la maladie. Posez-vous tout un cycle de questions comme ça. Voilà à quoi j'invite. Je ne propose même pas de réponse, même si pour moi elle est assez évidente. Mais voilà déjà par rapport à la logique pure. Prenons les lobbies militaro-industriels. Est-ce qu'ils pourraient subvenir si en fait la planète était en paix? Évidemment que non. Les lobbies militaro-industriels ne survivent et ne vivent très bien et très largement quand on voit le budget des États-Unis. Moi, ça me révolte. Plus de 20% est alloué à l'industrie militaire, quoi. Eh bien, en fait, les lobbies militaro-industriels ne vivraient pas si la planète était en paix. Donc, ils ont intérêt à maintenir des guerres partout. D'accord? Ensuite, les lobbies agroalimentaires. En fait, on a une multiplication de cancers, de ce qu'on appelle la malbouffe. Tout ça, elle est induite par les lobbies agroalimentaires. Est-ce qu'ils vivraient si tout le monde se nourrissait de vergers, de botanique, de culture personnelle? Bien sûr que non. Donc en fait, il faut se poser des questions par rapport à tout ça. Et ça peut aller très loin, les questions, parce que ça peut aller jusqu'au plan constitutionnel. À quoi bon défendre le maintien et la maintenance de lobbies qui vont à l'encontre des intérêts du peuple? Ça peut aller très loin, cet enchaînement de questions. On commence par une petite question assez simple, assez élémentaire, rapprochée à son quotidien, et ça peut aller jusqu'à la remise en cause de la Constitution. C'est passionnant ce que vous dites là, parce que du coup, on peut même s'imaginer que le but d'une société en bonne santé ou une société cohérente, ce serait à terme de ne plus avoir ces lobbies. On a ces lobbies pendant un moment pour répondre peut-être à une crise, et ensuite, ils seraient amenés à disparaître. Que là, ce sont des institutions presque immortelles aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, on peut aussi mettre un petit coup de coude à l'UE, parce que l'UE a été infestée sans arrêt, toute cette conglomération, cet assemblage concentré avec l'UE, je pense, qui sont approchés sans cesse dans la description qu'on en lit par des lobbies qui arrivent à quasiment influencer les lois. Les décrets. Je dirais même, j'ai un exemple plus rapide qui me vient, parce qu'on aurait pu aussi parler, ça c'est un autre sujet, le monde agricole. Un suicide chez les paysans dans le monde agricole tous les 2 jours. Ça aussi, c'est un sujet tout à fait scandaleux. Et on peut le raccorder au lobby, parce que combien de lobbyistes se sont rapprochés de l'UE pour imposer, par exemple, la mise en jachère ou des conditions très strictes sur l'élevage bovin, sur les conditions d'exploitation, sur les produits toxiques, l'imposition de produits toxiques, les herbicides, etc. Bon, je suis pas assez expert dans les domaines, mais en fait, il faut creuser. Et clairement, on voit encore un effet tout à fait néfaste des lobbies agroalimentaires sur, bien simplement, le monde paysan. Et c'est assez direct, la chaîne de transmission, la chaîne logique, elle est assez directe. C'est passionnant, effectivement, de rajouter ce sujet-là. On est plus proche, je crois, de 2 suicides par jour pour les agriculteurs en France. Ça dépend des années. Ouais. En 2016, par exemple, on en avait 530, ce qui est beaucoup plus d'un par jour. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, oui, tout à fait. Et en 2017, déjà, j'écrivais des articles à l'intérieur qui me servaient de socle pour les syllogismes paradoxaux. Il y avait 2 catégories professionnelles, il ne faut pas l'oublier, ça aussi, puisqu'en fait, là, il y a tellement de partis pris par rapport aux catégories professionnelles. Il y avait qui se suicidaient très régulièrement à un taux qui dépasse toutes les autres catégories professionnelles. C'était les paysans et les policiers. Parce que là aussi, il y a tellement d'a priori, les policiers, alors tu as ceux qui sont... enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, je ne suis pas là je ne suis pas dans l'approche contre, je suis dans l'approche pour. Voilà.
j'agis pour et je dénonce pas contre, mais on sait très bien toutes les vindications, les méchancetés qui sont faites à l'encontre de la catégorie policière. Il y a les policiers, comme dans toutes les autres catégories, il y a des policiers pourris et il y a des policiers vertueux. C'est tout. Et comme dans toutes les autres catégories professionnelles, il faut savoir que là, quand j'ai fait mon article en 2017, eh bien justement, on avait clairement 2 catégories qui se suicidaient. Et on peut le comprendre parce qu'aujourd'hui, quand on traverse même, on reproduit la période 2020-2025. Tiens, c'est genre, je le raccorde à ta question, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux jeunes de 20 ans? Posez-vous la question, moi je pense que c'est une excellente question, si vous étiez policier aujourd'hui. Dans quel état de conscience vous vous trouveriez entre devoir éborgner des gilets jaunes et de devoir respecter votre fonction, le respect de la loi, le respect de l'autorité. Je pense que c'est une ligne de fracture difficile à vivre pour beaucoup de policiers. Hein. Je pense qu'il faut être aussi dans l'humain et dans essayer de la psychologie. La psychologie. Mais c'est là où c'est très intéressant justement de regarder la société aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on n'a pas de lieu, on reparlait de tout à l'heure de lieu pour avoir un esprit critique, mais on n'a même pas de lieu pour les gens honnêtes. Et tout ça. Vous étiez venu, moi j'ai essayé de recréer un petit écosystème avec le Café des Possibles, mais c'est qu'un début. Mais bon, c'est pour dire, on n'a même pas un lieu où en fait les gens peuvent être ensemble. Donc derrière, le policier, il y a des policiers qui quittent le milieu, qui disent, moi je veux être bon, le milieu est pourri. Le milieu est pourri. C'est soit je reste et je deviens pourri, soit je pars et je garde ça, mais je ne peux pas survivre dans la société capitaliste. C'est là où ça devient très intéressant parce qu'il y a des policiers vertueux qui arrivent à sortir de ce monde-là sans passer par le suicide, mais du coup qui ne sont jamais soutenus. On ne les applaudit jamais et il faut reconnaître qu'on ne les soutient jamais, ces policiers-là, et on ne les pousse jamais à... Ce serait intéressant même qu'on en ait sur la chaîne pour venir parler de ce système, parce qu'il y en a qui ont écrit des livres depuis l'intérieur qui disent, bah oui, non mais moi je suis quelqu'un de sain, mais je suis dans un système hostile, je ne peux rien faire. Il faut aussi qu'on se regarde ce qu'on fait en société et qu'aujourd'hui, d'admettre qu'on n'arrive même pas à créer un petit... Même les gens honnêtes aujourd'hui n'arrivent pas à créer, on n'a même pas le temps en fait de faire des cafés associatifs où mais il faut prendre le temps, sinon la société devient dépolitisée. Eh bien, écoute, j'en profite pour saluer vraiment l'initiative que tu as prise avec la création de l'Agora. Non, mais c'est une très bonne idée, c'est vrai, de rapprocher des personnes qui ont d'ailleurs des projets et qui ont des vues différentes. C'est très intéressant. Et notamment, c'est en particulier aussi, justement parce qu'on vient de parler de cas critiques qui vont jusqu'au suicide, c'est une façon aussi de lutter contre l'isolement. Parce qu'en fait, pour arriver à la décision d'une suicide, qui est vraiment une décision dure et froide et vraiment qui correspond à un état de désintégration personnelle, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réponse. Quand il n'y a plus de réponse, c'est qu'il y a un tel isolement. Il n'y a même pas eu un échange. L'échange, en fait, c'est l'échange et le partage, c'est les mots-clés, en fait. Parce que ces personnes-là, elles auraient été en situation de pouvoir échanger dans des agoras, elles seraient peut-être en vie aujourd'hui. Eh oui. Ben, créons ces lieux-là pour sauver les agriculteurs et toutes les personnes bien en général de la société, c'est important. Toi, tu fais des événements, d'ailleurs, tu fais aussi des conférences. Est-ce que tu peux nous dire un mot dessus? On avait une il n'y a pas longtemps. Et quels sont tes projets pour les prochains temps? Tout à fait. Alors en fait, je vais essayer de développer. Alors il y en a une que j'ai beaucoup pratiquée déjà, qui est effectivement une conférence sur la philosophe et résistante Simone Veil, avec un W. Et donc, parce qu'elle a fait un énorme travail qui, à mon avis, nous parle énormément aujourd'hui. Donc ça, vraiment, j'ai déjà fait 5 ou 6 fois et je lance d'ailleurs un appel, comme les gens vont regarder cette émission, que j'ai déjà souvent proposé sur mon blog, qu'ils n'attendent pas forcément toujours que moi, je propose une conférence. Si des personnes veulent se regrouper en une dizaine ou une quinzaine, je suis tout à fait disposé, je le ferai avec grand plaisir, à me déplacer. Donc voilà, je passe. C'était complètement improvisé, mais... Voilà, de la même façon pour faire des projections privées d'ailleurs. Il n'y a pas seulement la mécanique où j'organise, je réserve une salle et j'annonce que je vais faire à telle date une projection ou une conférence. Pensez, chers internautes, que vous pouvez aussi être lancer une activation. Voilà. Alors les conférences, ça va être effectivement la philosophe et résistante Simone Veil, ça vraiment, je le fais avec grand plaisir et aussi bien que les 2 autres. J'ai fait récemment donc une conférence sur les syllogismes d'Aristote étendue aux syllogismes paradoxaux. Et là, je vais préparer cet été quelque chose que je mijote un petit peu depuis le début de l'année. Ça va être assez important, ça va faire le lien entre la situation actuelle et le cinéma.
une conférence sur l'âge d'or du cinéma italien. Donc là, je vais vraiment faire une conférence dans l'esprit d'alterner justement exposé classique d'une conférence et extrait de film. Ce sera très animé, très vivant, avec disons, recenser les plus grands cinéastes italiens, Fellini, Pasolini, Marco Bellocchio, Elio Petri, enfin des films qui ont vraiment marqué et qui ont justement, je voudrais faire un petit pied de nez, un coup de coude au cinéma bien pensant aujourd'hui du CNC et du ministère de la Culture, wokiste, LGBTiste à 100%. C'est un cinéma, pourquoi l'âge d'or du cinéma italien? Parce que c'était un cinéma qui était capable d'avoir à la fois la dimension libre et critique. Je vais prendre un très bel exemple, mais il y a Le voleur de bicyclette, évidemment, mais surtout d'Elio Petri, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon avec Gian Maria Volonté, qui est vraiment un film c'est phénoménal, quoi. Je vais résumer en 30 secondes. Justement, c'est le chef de la police italienne qui, dans les premières minutes de film, commet un meurtre, juste pour tester, exprès, que dans tout son environnement, les niveaux N-1, N-2 de toute pyramide sociale, de toute pyramide professionnelle, ne vont pas trop vouloir aller chercher les indices pour montrer que c'est lui qui a été... Et de plus en plus, le film avance et lui-même donne des indices, lui-même donne la voix pour qu'il soit culpabilisé. Et malgré ça, et c'est un film excellent parce que ça place toute la polémique, la discussion autour de le rapport en fait dans les hiérarchies. Finalement, tu ne veux pas, tu veux garder ta place, donc tu ne vas pas dénoncer le supérieur. Et ça, la société tient comme ça, et la corruption tient comme ça. C'est passionnant. J'aimerais bien. Comment il s'appelle ce film? Redis-nous. Alors, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. C'est passionnant. Ça, vraiment, j'en avais pas entendu parler. J'aimerais bien le regarder. C'est un film d'Elio Petri, je crois que c'est dans les années 70, entre 70 et 80, je pense. 1976, mais vraiment de mémoire, je suis pas sûr. Les réalisateurs, vous avez vraiment une connaissance des films anciens qui se perd aujourd'hui, je pense. On a moins la culture quand on n'est pas amateur. Et Marco Bellocchio, si tu veux, là, j'ai plus le titre en film, mais c'est parce que là, c'est plus sur le thème de la récupération politique des médias. Ça peut aussi nous intéresser parce que on va mettre une histoire de viol, on va le faire endosser par un type à peu près lambda pour écarter les soupçons de la responsabilité, disons, d'un homme politique. Voilà, pour le mettre à l'écart. Donc voilà, c'est aussi une autre forme de corruption, d'anomalie, en fait. C'est un cinéma libre et critique, cette période de l'âge d'or du cinéma italien, parce qu'il était capable d'aller frontalement sur des sujets critiques qui posent question. C'est toujours important, les sujets qui posent question, après on se positionne, et on essaye d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Tu vois, il y a les motifs dans le premier niveau, c'est « ah ouais, c'est dégueulasse », bon, ça va pas très loin. C'est après, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et ensuite, troisième niveau, qu'est-ce qu'il faudrait proposer comme changement de constitution, tu vois, ça peut aller très loin en fait. Si vous voulez contacter Alexandre Bellas justement pour aussi proposer des conférences comme il a dit, on vous met tous les liens dans la description sur YouTube. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, tous les liens sont en dessous, donc n'hésitez pas à le contacter pour ces projets-là. Merci Alexandre d'avoir pris le temps, c'était vraiment un entretien passionnant comme toujours et on a hâte de suivre tes prochains travaux. Alors, on peut peut-être parler du prochain projet de film en cours, parce que là, pour lequel j'ai donc un projet qui va intéresser une reprise, en fait, du mythe de la caverne de Platon. J'ai d'ailleurs lancé un appel de fonds. Je crois que tu mettras le lien en dessous, je ne sais plus. En réalité, c'est aussi une utilisation très actuelle. Pour le faire de façon très courte, le mythe de la mythologie de la caverne, c'est que des personnes sont enchaînées et devant un mur noir au fond d'une caverne, et finalement, ils sont habitués à cela comme étant la vérité, puisqu'ils ne connaissent pas d'autres perspectives. Or, arrive dans l'entrée de la grotte les rayons du soleil, et donc ça crée une certaine lumière. Et en fait, des personnes extérieures à la caverne entrent dans la caverne avec des torches, et ces torches projettent sur le mur du fond de la caverne des ombres, des zones d'ombre, des lueurs d'ombre, qui sont en fait perçues par
les personnes enchaînées qui n'avaient jamais vu ça, mais qui ne perçoivent pas la vérité non plus, parce qu'elles ne perçoivent que les lueurs d'ombre et non pas la torche qui provoque ces ombres. Donc c'est vraiment très subtil, très profond, et je récupère ça avec, si tu veux, on peut finir là-dessus, parce que ça va planter un peu le décor du film, c'est tout petit, un extrait du scénario. Et donc... tu veux le lire? Je vais le lire, c'est 3 lignes. Ouais, j'allais te proposer de finir sur une citation ou une philosophie, donc ça, à la limite, c'est parfait là-dessus. Je te fais juste, j'en profite pour remercier, on va terminer sur ce que va lire Alexandre. J'en profite pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Le dernier magazine Nexus, parce qu'on a un magazine papier qui est aussi en kiosque, très beau magazine, et vous pouvez le commander sinon sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés, déjà ça vous coûte moins cher, plus nous on peut faire de tirages et inonder les kiosques d'informations libres et humanistes, comme on a dit tout à l'heure, et indociles, humanistes indociles. Merci Alexandre en tout cas, et on va finir sur ton bout de projet. Voilà, donc en fait, pour planter le personnage, il y a 2 personnages principaux. Et donc, il y a un dieu qui est éloigné dans une galaxie, ce sera encore une fiction que j'ai appelée Demos Chronos. Et Demos Chronos voit la situation qui périclite sur la planète Terre, et il fait appel, il va faire ressusciter Platon, en fait. Et donc, dans cette séquence, il lui dit tout simplement, voyez-vous, Platon, et je jouerai moi-même Demos Chronos, d'ailleurs, dans ce film, parce qu'en fait, je suis aussi les comédiens de mes écritures de scénario. Voyez-vous, Platon, la seule différence avec votre allégorie, c'est que tous ces humains terrestres ont été conditionnés, orientés, formatés. Non pas en étant habitués à un mur noir comme dans votre caverne, mais à des écrans lumineux qui brillent, scintillent, par lesquels on a inondé pendant plusieurs décennies leur cerveau de messages et de mensonges dans un balai permanent, si savamment dosé, si méthodique, si intrusif et si destructeur de leur esprit critique. Voilà. Merci Alexandre. C'est moi qui te remercie.